Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette première leçon en droit de l'expropriation et des travaux publics. Je me présente pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer ou assister à la pré-rentrée de lundi après-midi. Je suis le professeur Vincent Catoire-Jonville, je suis co-responsable avec le professeur Meunier du Master droit public, dans lequel je dirige plus particulièrement le parcours droit et politique de la défense et de la sécurité nationale. Alors, j'attire votre attention sur l'importance de ce cours, qui est un cours de droit administratif en réalité, mais qui est à la fois important pour toutes celles et ceux qui vont opter pour une carrière de publiciste, et tout particulièrement celles et ceux qui souhaitent candidater en Master 2 pour accéder au parcours immobilier, construction, environnement et urbanisme, puisque l'expropriation, c'est une des tâches de ce Master immobilier. Dans ce cours, qui est donc le prolongement du cours de droit administratif spécial de 3e année, intitulé « Droit de la propriété des personnes publiques », que certains ont eu l'occasion de suivre l'année dernière avec moi, pour ceux qui étaient du moins à Lille, nous essaierons d'étudier deux autres aspects du droit des biens de l'administration. D'une part, les modes de cession forcés des biens privés au profit des autorités administratives, et spécialement les modes forcés de cession tels que l'expropriation pour cause d'utilité publique, même si on aura l'occasion de voir qu'il existe d'autres modes de cession forcés. C'est ce qui occupera la première partie de ce cours, ainsi que les modalités de transformation de ces biens au moyen de la notion de travaux publics, à savoir le droit des travaux publics, des ouvrages publics, et la responsabilité pour dommages de travaux publics, qui est un cas très particulier de la responsabilité administrative. Notez simplement que dans cette deuxième partie du cours, consacrée au droit des travaux publics, il y a un aspect que nous ne verrons pas ensemble, qui est l'aspect des marchés publics, c'est-à-dire les modes de réalisation de ces travaux publics, pour une raison simple, c'est que ce droit des marchés publics a fait l'objet à l'Université de Lille d'un cours optionnel en 3e année de licence, et donc je renverrai au cours qui a été dispensé l'année dernière. Avant de commencer proprement dit l'introduction de ce cours, eh bien, nous allons vous présenter d'abord une bibliographie qui, pour celles et ceux qui ont suivi le cours de droit de la propriété des personnes publiques l'année dernière, est une bibliographie un peu redondante, puisque généralement, le droit de la propriété des personnes publiques comme le droit de l'expropriation sont traités dans les mêmes manuels. Alors au niveau des ouvrages universitaires, tout d'abord, je vous citerai l'ouvrage de Jean-Marie Auby, A-U-B-Y, Pierre Bon, B-O-N, Jean-Bernard Auby, A-U-B-Y, qui est le fils du premier, et Philippe Terner, T-E-R-N-E-Y-R-E, qui s'intitule « Droit administratif des biens ». La dernière édition, et je vous conseille toujours, sauf prescription contraire, d'utiliser, si vous en avez besoin, la dernière édition, la plus récente, car ce sont des matières qui évoluent très rapidement d'une année à l'autre, comme vous allez le voir. La dernière édition a été publiée chez Dalloz, c'est la 8e édition, elle date de 2020. Vous avez après ça l'ouvrage de Sabine Boussard, B-O-U-2-S-A-R-D, et Christophe Lebert, L-E-B-E-2-R-E, Droit administratif des biens, à la Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2e édition 2019. Vous avez après ça un grand classique, un grand célèbre, le manuel de René Chaput, C-H-A-P-U-S, que certains connaissent pour l'avoir utilisé du moins le tome 1er en 2e année de licence, en droit administratif général, qui s'intitule Droit administratif général, mais ici il s'agit du 2e tome, qui est publié chez Montchrétien, et la dernière édition en date, et c'est pour ça que je ne vous le conseillerais pas en tant que tel, date de 2015. Et donc, de ce fait, c'est un ouvrage qui est déjà assez ancien. Vous avez après ça le manuel de Madame Odile de David Beauregard-Berthier. Alors Odile de David comme le prénom, D-A-V-I-D, trait d'union Beauregard, B-A-U-G-R-E-G-A-R-D, trait d'union Berthier, B-E-R-T-H-I-E-R,
droit administratif des biens, chez Galliano, dernière édition, la 15e édition, 2019. Vous avez également le manuel de Norbert Foulquier, F-O-U-L-Q-I-E-R, droit administratif des biens, Paris chez LexisNexis, 5e édition 2019. Vous avez après ça un manuel là aussi ancien, mais qui contient des développements théoriques importants, le manuel d'Yves Gaudemet, G-A-U-D-E-M-E-T, qui est l'ancien traité de droit administratif du professeur André de Laubadère, L-A-U-B-A-D-E-R-E. C'est le tome 2 du traité de droit administratif qui s'intitule Droit administratif des biens, publié à la Librairie générale de droit et de jurisprudence, dernière édition 2014. Vous avez également le manuel de Christophe Guettier, G-U-E-2-T-I-E-R, Christophe Guettier, Droit administratif des biens aux presses universitaires de France, qui est encore plus ancien celui-là, puisqu'il date de 2008. Vous avez également le manuel de Christian Lavial, Droit administratif des biens aux presses universitaires dans la collection Droit fondamental, qui n'est plus du tout à jour, puisque la dernière édition est de 1996. Vous avez également le manuel de Jacqueline Morand de Villiers, M-O-R-A-N-D, trait d'union de Villiers, D-E-V-I-2-L-I-E-R, cours de droit administratif des biens, publié chez Montchrétien, dernière édition 2018. Vous avez enfin un manuel que je mentionne pour mémoire, mais qui est totalement obsolète au jour d'aujourd'hui, le manuel qui a été écrit par le doyen Yves Luchaire, L-U-C-H-A-I-R-E, et votre serviteur, Yves Luchaire et Vincent Catoire-Jeanville, droit administratif des biens, aux éditions du CNED, dernière édition 1994. Voilà pour l'essentiel des manuels, il en existe d'autres bien entendu, mais c'est pas la peine d'en rajouter. Je mentionnerai également l'existence d'un ouvrage pratique rédigé par Michel Huyghe, H-U-Y-G-H-E, et Isidro Pérez Maz, qui ça s'écrit P-E-R-E-Z, plus loin Mas, M-A-S, qui s'intitule Traité de l'expropriation des biens, aux éditions du Moniteur en 2014. Je mentionnerai également l'existence d'un certain nombre d'ouvrages de documents qui peuvent vous être utiles. Tout d'abord, il y a chez Dalloz le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, commenté par le professeur Pierre Bon, B-O-N. C'est le Code de l'expropriation dans sa version Code rouge de chez Dalloz. Vous avez l'autre code annoté qui est sous l'autorité rédigée sous les commentaires par le professeur René Ostiu, H-O-S-T-I-O-U, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, publié chez l'ITEC, donc la collection des codes bleus cette fois-ci, 2019. Et trois autres ouvrages qui pourront vous être utiles, deux que vous connaissez déjà bien, pour les avoir, je pense, utilisés soit en deuxième année, soit en troisième année. L'ouvrage qui a été publié sous l'autorité de Guy Bréban, B-R-A-I-B-A-N-T, Pierre Delvolvé, Bruno Genevoix, Delvolvé, D-E-L-V-O-L-V-E, Genevoix, G-E-N-E-V-O-I-S, Marceau Long, L-O-N-G, et Prosper Veil, W-E-I-L, les grands arrêts de jurisprudence administrative, dernière édition 2019, c'est la 22e édition, que vous pourrez utiliser et qu'on connaît dans le vocabulaire des juristes publicistes sous le nom du Longveille et Bréban ou sous le nom du Gaja. C'est les principaux arrêts, et il y a des arrêts qui ont trait à l'expropriation et aux travaux publics en la matière. Deuxième ouvrage du même style, qui a été créé par Louis Favoreux, F-A-V-O-R-E-U, et Loïc Philippe, P-H-I-L-I-P, et qui est rédigé désormais par les professeurs Patrick Gaillat, G-A-Y-G-A-I-A, Richard Guévontian, G-H-E-V-O-N-T-H-I-A-N, Ferdinand Mélin-Soukramanien, M-E-L-I-N, trait d'union, Soukramanien, S-O-U-C-R-A-M-A-N-I-E-N,
et André Roux, ROUX, publié chez Dalloz en 2019, à savoir les grandes décisions du Conseil constitutionnel. Et puis vous avez un dernier ouvrage du même style, qui est plus spécifiquement centré sur le droit des biens, qui a été rédigé sous la plume de Caroline Chamard-Haïm, C-H-A-M-A-R-D, trait d'union Haïm, H-E-I-M, Fabrice Melleret, M-E-2-L-E-R-Y, Rosen Noglou, N-O-G-U-E-2-L-O-U, et Philippe Yolka, Y-O-L-K-A, Les grands arrêts du droit administratif des biens, les grands arrêts du droit administratif des biens chez Dalloz, en 2018. Enfin, outre les revues juridiques de droit commun que vous connaissez, que ce soit par exemple le Dalloz, que ce soit les petites affiches, que ce soit la semaine juridique, bien sûr, ou de droit public, comme la revue du droit public et des sciences politiques en France et à l'étranger, que ce soit l'actualité juridique du droit administratif, on peut mentionner 3 revues plus particulièrement axées sur le droit des biens de l'administration. D'une part, il y a l'actualité juridique de droit immobilier, la JDI, qui est le pendant de la JDA, mais pour le droit immobilier, la JDI étant une revue de couleur rouge, la JDI étant de couleur bleue. La revue de droit immobilier, urbanisme et construction, la RDI qui est une revue plutôt privatiste, mais comme on le verra en matière d'expropriation, une partie de la procédure est une partie de droit privé. Et il y a enfin une dernière revue, déjà fort ancienne, qui s'intitulait jusqu'en 2002 « Les cahiers juridiques de l'électricité et du gaz », le CJEG, devenu en 2002 la revue juridique de l'entreprise publique, à savoir les RJEP. Voilà donc pour la bibliographie. Ce cours, je vous l'ai dit, se décomposera en 2 parties, 2 grandes parties. Une première partie que nous allons commencer tout de suite, qui a trait au droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et une seconde partie qui aura trait, quant à elle, au droit des travaux publics. Alors, première partie tout de suite, sans attendre, le droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et comme il est de coutume, on va commencer par une introduction qui va essayer de planter le cadre de cette discipline qui est le droit de l'expropriation. Il faut savoir qu'il existe en droit administratif plusieurs formes, plusieurs catégories de modes de cession forcée des biens. Modes de cession forcée qui permettent à l'administration, à la personne publique, d'acquérir un bien, la propriété d'une personne privée ou d'une autre personne publique, contre sa volonté, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que sinon on serait dans une vente de gré à gré, le vendeur est d'accord pour céder son bien et l'acquéreur est d'accord pour l'acheter. Là, ici, il s'agit d'une procédure unilatérale de dépossession. Il existe à côté de ce droit de l'expropriation d'autres modalités de cession forcée, telles que la réquisition, qui, elle, est consacrée aux biens meubles et non pas aux biens immeubles, à la différence de l'expropriation, que nous ne verrons donc pas ici, ainsi que d'autres procédures, telles que par exemple la nationalisation, qui est une mode de cession forcée des biens, mais qui passe par une voie législative, et qui est codifié désormais depuis le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui fonde la 4ème République, au terme duquel toute activité qui acquiert de fait ou de droit
le caractère d'un service public doit être la propriété de la nation et donc par conséquent doit faire l'objet d'une nationalisation. Ces possibilités légales d'atteinte aux droits de propriété sont nées du développement de l'interventionnisme de la puissance publique et de la nécessité pour celle-ci d'agir vite et parfois d'extrême urgence, et j'attire votre attention sur cet aspect d'action rapide, voire d'extrême urgence, ce qui expliquera un certain nombre de mécanismes spécifiques. La Constitution et le législateur, la Constitution du 4 octobre 58, et le législateur ont reconnu et encadré ces possibilités qui ne laissent aux citoyens que des recours le plus souvent formels et peu efficients. Comme on le verra en détail, la base de ce mécanisme juridique de l'expropriation se fonde sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui encadre en quelque sorte la déclaration au niveau du droit de propriété, puisque l'article 2 de la Déclaration de 1789 pose en principe, je vous rappelle l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais vous avez dû voir ça l'année dernière en théorie des libertés fondamentales. Le but, je cite l'article 2 de la Déclaration de 1789, le but de toute société politique est la conservation, le but de toute société politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Et une fois que la déclaration a affirmé ce principe, elle détaille quels sont ces droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits, nous dit l'article 2 de la déclaration, ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Vous voyez bien que dans la rédaction de l'article 2 de la déclaration de 1789, la propriété intervient dans la hiérarchie, si on veut, des règles, des droits naturels imprescriptibles de l'homme, comme étant le second des droits naturels et imprescriptibles de l'homme après la liberté. L'article 17 et dernier de cette même déclaration, l'article 17 et dernier de cette même déclaration, apporte immédiatement un tempérament à ce droit naturel et imprescriptible de l'homme, en affirmant que la propriété étant un droit inviolable et sacré, c'est donc la reprise de ce que disait l'article 2, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition, ajoute l'article 17 de la déclaration, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Cela va donc nous amener à voir dans une section première les fondements historiques de l'expropriation, avant de voir dans une section seconde la codification du droit de l'expropriation, et dans une section troisième, dans cette introduction, la protection constitutionnelle du droit de propriété. Alors, section première, tout d'abord, section première, les fondements historiques de l'expropriation. Section première, les fondements historiques de l'expropriation. Historiquement, le droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique plonge ses racines dans l'ancien droit. Déjà connu dans le droit de l'Antiquité, dans le droit romain notamment, il fera l'objet de codification dans le droit monarchique de l'Ancien Régime, notamment par une ordonnance de 1338. Mais c'est comme on vient de le voir, avec la Révolution française et sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qu'apparaît réellement dans le droit français moderne la possibilité de porter atteinte au bien d'un particulier. C'est ce fameux article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Quelque temps plus tard, après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Code civil
à son tour, dans son article 545, devait confirmer les termes de la déclaration en disposant, je cite l'article 545 du Code civil, en disposant que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Si vous comparez le vocabulaire utilisé par les auteurs de la déclaration 1789 et celui retenu par les auteurs du Code civil, notamment Portalis, eh bien, vous constatez qu'il y a une évolution langagière, puisque dans la déclaration, on parle de nécessité publique, alors que dans le Code civil, on ne parle plus que de l'utilité publique. On passe de la nécessité, qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus contraignant, à une simple utilité publique. La première étape de la procédure et les garanties apportées à l'exproprié furent posées une première fois par la loi du 8 mars 1810, largement inspirée d'une lettre écrite par Napoléon Ier à son ministre Cambacérès, qui était à l'époque archi-chancelier de l'Empire, connu sous le nom de la célèbre note de Schönbrunn, Schonbru2N, célèbre note de Schönbrunn, du 29 septembre 1809. Des garanties juridiques supplémentaires furent apportées à l'exproprié lors de réformes législatives de la première moitié du XIXe siècle. Ce fut notamment le cas des lois du 7 juillet 1833 et du 3 mai 1841 qui instituèrent, entre autres, un jury de propriétaires qui était compétent pour fixer le montant de l'indemnité. Ce système qui laissait le soin à des particuliers, c'est-à-dire à des personnes qui pouvaient éventuellement, dans une autre procédure, être frappées d'une expropriation. Ce système, qui laissait le soin aux particuliers de fixer le montant de l'indemnité, fut donc très rapidement perverti et détourné de son objet au point que un grand juriste, un membre éminent de la doctrine administrativiste, critiqua vivement ce système. Ce grand juriste, c'est Gaston Gèze, J-E-Z-E. Gaston Gèze, qui fut d'ailleurs, je vous le signale, professeur à la faculté de droit de Lille au tout début du XXe siècle. Gaston Gèze qui put écrire ceci: le jury, disait-il, de propriétaires avait pris l'habitude de mettre les deniers publics au pillage. Évidemment, si vous êtes un particulier et que vous devez évaluer le quantum, le montant du dommage subi pour la perte d'une propriété d'un tiers, d'autrui, inévitablement, vous aurez tendance à majorer le montant de l'indemnité de façon à ce que, à votre tour, lorsque, si d'aventure vous étiez vous-même frappé d'une expropriation, vous puissiez bénéficier des mêmes avantages. Un décret-loi du 8 août 1935, va réformer la procédure de l'expropriation en supprimant le jury de propriétaires et en les remplaçant, ces jurys de propriétaires, par des commissions arbitraires d'évaluation et en prévoyant des régimes spéciaux. Enfin, l'ordonnance du 23 octobre 1958, qui est donc adoptée au tout début de la Ve République, va fixer les grandes lignes de la procédure actuelle, procédure qui bien sûr a subi depuis 1958 de nombreuses modifications, mais cette ordonnance a constitué pendant longtemps le texte fondamental de la matière. C'est elle qui sera codifiée dans le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique depuis le décret du 28 mars 1977. Enfin, dans les années 2000, donc tout récemment, 2014 effectivement, une refonte du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
a été entreprise par la Commission supérieure de codification. La partie législative du nouveau code de l'expropriation a été annexée à l'ordonnance numéro 2014-1345 du 6 novembre 2014, et la partie réglementaire du même code a été annexée au décret 2014-1635 du 26 décembre 2014. Vous noterez, pour conclure sur cette section historique, vous noterez que le nouveau code de l'expropriation est entré en vigueur le 1er janvier 2015, l'ancien code étant abrogé, mais comme on aura l'occasion de le revoir, eh bien cet ancien code va continuer à produire des effets juridiques, notamment pour les affaires, pour les opérations d'expropriation qui ont pu être enclenchées antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau code, mais qui ont continué pendant quelques années à être régies par les dispositions de l'ancien code. Voilà donc pour les développements sur les origines historiques de l'expropriation. Nous allons maintenant aborder une section seconde, section 2, consacrée à la codification du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc section 2, la codification du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Comme on l'a vu, le premier code de l'expropriation, la première codification moderne, remonte à 1977. Sa partie législative résultait du décret 77-392 du 26 mars 1977, qui avait codifié sous les articles L11.1 à L24.1 environ 70 articles législatifs qui concernaient l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il s'agit, comme on l'a vu, pour l'essentiel, des dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il s'agit d'un texte fondamental pris en application de l'ancien article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958. Je vous rappelle article 92 qui est maintenant abrogé, mais qui a servi au gouvernement du général de Gaulle à mettre en œuvre les dispositions organiques d'appui et de développement du texte constitutionnel, et qui a permis au gouvernement du général de Gaulle de légiférer entre novembre 1958 et mars 1959, c'est-à-dire pendant la période durant laquelle le Parlement de la Ve République, le premier Parlement de la Ve République, Assemblée nationale et Sénat, n'était pas encore élu. Il fallait bien que quelqu'un puisse légiférer, et la Constitution, à titre dérogatoire, avait confié le pouvoir législatif au gouvernement. Quant à la partie réglementaire du Code en 1977, elle résultait d'une codification des textes réglementaires, opérés sous les articles à l'époque R11-1 à R24-1, soit à peu près 160 articles, par le décret du 28 mars 1977. Les textes modifiés, les textes ainsi codifiés étaient essentiellement des textes d'application de l'ordonnance de 1958, et notamment le décret du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à l'enquête préalable et à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité, ainsi que le décret du 20 novembre 1959 portant règlement d'administration publique toujours, relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, compétentes en matière d'expropriation, pour cause d'utilité publique. Ce décret est également relatif à la procédure suivie devant ces juridictions judiciaires, ainsi qu'à la fixation des indemnités, de même que les textes postérieurs qui les avaient modifiés, ainsi qu'un certain nombre de textes réglementaires. Pour comprendre comment fonctionne cette codification, il nous faudra examiner les péripéties qui ont abouti au nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce que nous ferons dans un paragraphe premier, avant de voir les caractéristiques générales du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce qui fera l'objet du paragraphe 2.
Donc, paragraphe 1er, tout d'abord. Paragraphe 2. Les péripéties du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Simplement pour vous brosser à grands traits les évolutions de cette codification qui montre que la codification en droit français est parfois longue et périlleuse, même s'il y a à l'origine une volonté politique déterminée. C'est dès 2004 que le ministère de la Justice, comme on l'appelle la chancellerie, va mettre au point un projet de réforme du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En ayant même un moment caressé le projet de l'inclure dans un vaste code général de la propriété des personnes publiques, qui aurait contenu d'une part le droit des biens, donc le droit de la propriété des personnes publiques, et aussi le droit de l'expropriation, c'est-à-dire le droit de déposséder un particulier de sa propriété. Dans ce sens, un projet de loi relatif à la simplification du droit, devenu la loi du 9 décembre 2004, comportait un article 57 habilitant le gouvernement à utiliser la procédure des ordonnances de l'article 38 afin de réformer le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces ordonnances devaient être promulguées dans un délai de 6 mois après la publication de la loi, à défaut de quoi cette habilitation devenait caduque et cessait de produire des effets juridiques. Donc, ce qui fut le cas, l'ordonnance n'ayant pas été publiée dans les délais. La chancellerie est donc revenue à la charge en 2006, 2 ans plus tard, avec un nouveau projet de loi reprenant les dispositions précédentes, nouveau projet de loi qui fut déposé sur le bureau du Sénat, mais qui ne fut pas adopté avant la fin de la 12e législature en 2007, et qui donc, de ce fait, devint à son tour caduque. Une 3e tentative eut lieu en 2011. L'article 197 de la loi du 17 mai 2011 reprend une nouvelle fois les dispositions de 2004. Là aussi, l'ordonnance ne fut pas publiée avant la fin de la période d'habilitation et la procédure fut donc là aussi caduque. C'est la 4e tentative qui sera la bonne. Cette 4e tentative résulte de l'article 5 de la loi du 12 novembre 2013 qui prévoit que, dans les mêmes conditions à peu près, le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit faire l'objet d'une nouvelle codification. La partie législative du nouveau code, comme je vous l'ai dit, sera annexée à l'ordonnance du 6 novembre 2014 et la partie réglementaire sera annexée au décret du 26 décembre 2014. Dès lors, le nouveau code, comme je vous l'ai dit précédemment, est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et abroge les dispositions de l'ancien code. Paragraphe 2. Les caractéristiques générales du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Paragraphe 2. Les caractéristiques générales du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le périmètre du nouveau code est pratiquement identique à celui de l'ancien code. Les quelques modifications ainsi opérées vont aussi bien dans le sens de sa réduction que dans le sens de son extension. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Les réductions concernent exclusivement l'abrogation d'un certain nombre de dispositions de l'ancien code, qui sont des dispositions de nature fiscale, qui n'étaient en réalité que des renvois du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au code général des impôts. Le codificateur ayant estimé qu'à partir du moment où ça n'était que des renvois au code général des impôts, ces dispositions étaient superfétatoires et qu'il convenait donc dès lors de les supprimer. Mais à côté de ces réductions du périmètre du nouveau code, il y a aussi des extensions, et ces extensions concernent la prise en compte dans le nouveau code d'un certain nombre de règles relatives à l'expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine, ainsi que les expropriations
concernant des biens situés outre-mer. Il faut savoir que dans l'ancien code, les biens expropriés situés outre-mer faisaient l'objet de dispositions législatives spéciales. Il a été souhaité dans le nouveau code de les intégrer dans le code de l'expropriation, de façon à ce que le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique concerne l'intégralité du territoire national français. En fait, le nouveau code, celui qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015, ne change pas réellement le fond du droit de l'expropriation. En fait, les articles du code ont été systématiquement retravaillés, ce que nous détaillerons dans un grand A, et le plan a été sensiblement amélioré, ce que nous verrons dans un grand B. Grand A donc, les articles du code systématiquement retravaillés. Des articles du code systématiquement retravaillés. En fait, la grande majorité des articles du nouveau code, trouvent leur origine dans les articles du code de 1977, mais ils ont fait l'objet d'un travail systématique de refonte selon 3 objectifs classiques. Les articles ont été scindés à chaque fois que cela était nécessaire, c'est-à-dire chaque fois que l'article considéré énonçait plus d'une idée ou plus d'un principe, de façon à rendre les dispositions du code mieux lisibles. Ensuite, des articles nouveaux ont été répartis selon le plan du nouveau code, et ce, dans la recherche d'un ordre le plus logique possible. Enfin, 3e objectif classique de ce travail systématique de refonte, un travail de scission et de réorganisation du code a été complété par un travail d'actualisation à droit constant de l'ancien code. Ce qui nous amène à dire que les articles du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique diffèrent fort peu, quant au fond, de ceux de l'ancien code.